Eh ben bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ces Cannes Lions 2025, le talk vidéo et podcast à retrouver chaque jour à 17h dans la newsletter The Media Leader Cannes. Et cette année, The Media Leader s'est installé, on peut dire, the place to be pour les Français, puisque c'est ici au M Gallery, à la French Connection, qui a été lancé et dirigé par Pascal Cube. Bonjour Pascal. Bonjour François. Tu vas faire l'introduction avec moi avant de retrouver tous nos invités dans cette émission qui va être quotidienne jusqu'à vendredi. La French Connection, c'est ton bébé, tu y travailles quasi toute l'année. Qu'est-ce qu'on va y trouver pendant toute cette semaine ? Alors écoute, oui, on travaille quasiment toute l'année dessus, si ce n'est en production, pré-production, mais aussi en relation pour essayer de faire monter tout ça. On va y trouver tous les jours des petits déjeuners, des soirées, mais également des talks, des panels, des conférences. Il va se passer, c'est non-stop, il passera tout le temps des choses, d'ailleurs dont mardi soir. Notre soirée, The Media Leader. Exactement, demain soir. Et puis là, ça y est, c'est parti, tout le monde arrive. Le gros de la troupe n'est pas encore là, mais on sent que ça y est, ça monte. Et puis on sait que ça va être encore une année exceptionnelle. Voilà, les gros jours, c'est mardi, mercredi, jeudi, on va dire. Juste un petit mot, tu as fait un premier tour, la des Lions. Alors déjà, la chaleur, elle est torride. Là, on a eu une journée de folie en termes de température. Hein. Dès 8h ce matin, on était déjà en nage. Et là, cette année, ce que je ressens, c'est encore la démesure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque année, ça continue de monter quand on fait le tour des plages. J'ai vu YouTube, j'ai vu Spotify. C'est de plus en plus gros. Mais où ça va s'arrêter, ces canettes ? C'est exactement ce que je pense. Tous les ans, l'intensité monte d'un cran. Tous les ans, ils rajoutent quelque chose. C'est vraiment un événement complètement dingue en fait. Voilà. Et qui regroupe, il ne faut pas l'oublier, toute l'industrie publicitaire mondiale. La créativité, les ad tech. En tout cas, il y a plein de choses, plein d'innovations. Et puis, plus de 27 000 cas dans le palais avec des prix qui vont être remis. On croise les doigts pour les Français. J'ai vu certains cas qui sont assez exceptionnels. On va croiser pour eux, je crois que par exemple, Publicis a déposé énormément de cas. Hein. Voilà, et Havas aussi. Ils sont... c'est nos champions. On sait que l'année dernière, Publicis avait fait un carton. On espère cette année que Publicis continuera à le faire. Le niveau était très élevé. Mais qu'Havas, je sais qu'ils sortent aussi des caisses qui vont faire mal. On croise les doigts et ici, on est là pour défendre l'excellence française. Donc, on va pousser. L'excellence de la créativité, de l'innovation et globalement de la publicité française. Merci Pascal, très bonne semaine avec toi à la French Très bonne Connection. semaine à toi. Et puis, de toute façon, on va se voir à peu près tous les jours. Tout à fait. Et on va démarrer avec notre premier invité. Et donc notre premier invité aujourd'hui pour inaugurer ce talk vidéo et podcast de The Media Leader ici depuis la French Connection au M Gallery, ici au cœur des Cannes Lions. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Martin, directeur général de la RPP. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Bonjour François. Tout à fait, bienvenue. Évidemment, c'est la place de la RPP d'être ici au Cannes Lions pour regarder les tendances de ce qui se fait dans le monde. Et Stéphane, tu vas présenter avec tes équipes et une étude Kantar Media sur les représentations de la publicité dans le monde. L'idée, c'est d'ouvrir un peu ces chakras, c'est ça, pour voir un petit peu comment sont aujourd'hui les représentations dans la publicité. Tu peux nous en dire un mot ? C'est le Festival international de la créativité, donc c'est paraissait logique de demander à Kantar Media, qui évidemment a cette connaissance historique et aussi son réseau international, de vous regarder par rapport aux règles que nous avons en France, des règles que la profession a adoptées, quelles étaient les représentations différentes en matière, par exemple, de comportement alimentaire, de conduite automobile, de représentation des personnes et bien sûr de tout ce qui est développement durable et environnement. Comment, avec nos règles, nous représentons et nous contrôlons nos faits et nous accompagnons la profession à représenter ces grandes thématiques et comment la publicité dans d'autres pays, alors essentiellement occidentaux, représente à partir de leurs propres règles. Soit on a les mêmes, soit parce que c'est un code mondial, celui de la Chambre de commerce internationale, soit elles divergent parce que la publicité, c'est aussi de la culture, c'est aussi du sens du signifiant, et c'est ce qu'on va regarder mercredi matin. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux exemples de choses qui t'ont frappé dans cette étude là-dessus, notamment sur la représentation? On a vu que notamment avec l'alternance politique aux États-Unis, l'arrivée de Donald Trump, qui a eu pas mal d'abandon de beaucoup d'entreprises sur leur programme de diversité. Est-ce que tout ça, par exemple, c'est des choses que vous avez déjà remarquées dans cette étude? Alors, dans cette étude, on a bien sûr regardé si tout ce qui est les DEI, diversité, égalité, inclusion, était représenté différemment et comment c'était représenté, parce que de toute façon, les cultures et les populations ne sont pas les mêmes. On n'a pas vu, en tout cas dans des exemples américains, à date, de grands changements.
C'est aussi parce que c'est du bon sens de représenter ces consommateurs, Oui. au-delà de faire des grandes revendications qu'on avait peut-être moins en France, qui est très, très anglo-saxonne. Ici même à Cannes, il y avait des grands sujets d'IA pendant des années. Le fait de représenter tout simplement ces consommateurs, d'où des questions sur l'accessibilité pour le handicap, sont aussi des grands sujets qui sont abordés partout dans le monde, parce que ce sont bien sûr aussi des consommateurs, tous ceux qui sont en situation de handicap, a fortiori le handicap invisible. Les mentions légales aussi, c'est un vrai sujet. Quand on a des publicités dans le métro pour la banque, l'assurance, on se dit qu'aujourd'hui en France, est-ce qu'on n'a pas été un peu plus réaliste que le roi? À la radio, n'en parlons pas, où les messages sont plus du tout audibles. Aujourd'hui, on en est où de ces mentions légales? Est-ce que les Français sont excessifs, plus réalistes que le roi par rapport à d'autres pays? Alors on a justement regardé, puisque évidemment nous sommes aussi consommateurs, nous voyons bien que il y a eu une accumulation. Chaque mention à l'origine a sa légitimité, de toute façon qu'on ne va pas questionner, c'est une légitimité politique, souvent issue de lois, mais bien souvent rajoutée par des arrêtés, des décrets. Parfois, L'empilement législatif. Parfois ce sont des surtranspositions de directives européennes, ça pose évidemment une première question. Tout simplement, est-ce qu'on n'a pas enlevé ce que la France avait fait, mais on a rajouté ce que l'Europe a ajouté? Donc on voit bien que dans certains cas, et on le sait pour certains médias, un excès est là et qu'il faut arriver maintenant à désurtransposer, qu'il faut arriver à simplifier. C'est un sujet collectif et à Cannes, c'est pour ça qu'on est auprès de la profession, parce que c'est le sujet aussi bien sûr de l'ARPE, mais à la demande finalement de la profession, d'aller expliquer que ce sont des vrais freins pour certains médias, mais aussi d'ailleurs aussi pour des annonceurs, et notamment on pense aux PME, le risque juridique de ne pas tout savoir est très important. L'intelligence artificielle, une fois de plus, ça va être très important ici pour la créativité, mais aussi dans la simplification d'accès au marché publicitaire. Beaucoup de dattech sont là pour nous vendre leurs IA, toutes révolutionnaires. Dans la publicité, dans la création, est-ce que l'ARPE a adapté ses codes pour mettre de l'IA éthique, on va dire, puisque la question va se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA est partout dans la publicité. Est-ce que l'ARPE s'est saisi de ce sujet? Alors, même au niveau mondial, puisque la 11e actualisation en 2024 du Code de la Chambre de commerce internationale, auquel évidemment on se réfère, en tient parfaitement compte. Bien sûr, nous, dans nos règles et même dans nos travaux, puisque ça fait 7-8 ans qu'on a développé notre Invenio, notre IA, de contrôle finalement de la publicité, et que l'on voit, puisqu'on rend énormément de conseils avant diffusion, qu'on voit bien que l'IA est utilisée par les agences maintenant au quotidien. Il faut le mentionner quand on utilise de l'IA? Alors la question, et c'est pour ça que demain nous avons avec le réseau international des avocats aussi ici même un breakfast le matin, et on va justement évoquer ces sujets. Jusqu'où aller? Est-ce que c'est trompeur? Est-ce qu'une IA peut être trompeur? Et dans ces cas-là, il faut le mentionner. Si c'est une IA, on va dire, de conception, on n'a jamais mis qu'il fallait fait par Photoshop. Donc il y a un équilibre à trouver dans cette mention. Certains peuvent aller loin, c'est le cas des plateformes, parce que la loi les oblige en Europe à l'indiquer. Il faut trouver cette juste mesure. La vraie question en termes déontologiques pour l'ARPE, c'est notamment, on le voit puisqu'il y a plein d'annonces ici même, d'entreprises qui disent on va créer automatiquement vos publicités. C'est un peu facile, je ne suis pas sûr que leur IA connaisse l'ensemble des règles, et donc vigilance, et ce qu'on va rappeler, c'est qu'il faut rester en contrôle. De toute manière, in fine, c'est bien un humain, une personne morale ou une personne physique qui sera responsable devant la loi. Il y aura quand même la jungle d'un côté, en effet, la télévision, le cinéma, l'affichage qui sont très contrôlés par des organismes comme l'ARPE, et puis à côté le digital où ça va être la jungle, et là il va y avoir des pubs faites avec de l'IA sans aucun contrôle. C'est ça le risque? C'est le risque de proposer une solution soi-disant tout en Inde, créer des milliers de publicités d'un coup, en exposant non pas l'entreprise qui a mis la technologie, mais surtout finalement l'annonceur qui risque de passer à côté. On parlait des mentions, mais il n'y a pas que ça. La loi française, elle s'applique quels que soient les supports. Et le numérique, alors les plateformes, les grandes plateformes, on filtre évidemment, mettent en place, mais notre rôle, c'est aussi de penser à l'ensemble du marché, des petites PME qui sont des annonceurs. Et c'est cette longue traîne qui est très importante pour beaucoup de médias qu'il faut aussi accompagner. Alors c'est un peu nos développements informatiques, nos développements de solutions vont porter aussi là-dessus pour
au moins créer des alertes quand il y a des risques, qui peuvent être de greenwashing d'ailleurs, mais parfois des risques de publicité mensongère, tout simplement parce qu'il manque une mention. Bêtement, vous affichez un prix qui est un prix promotionnel, mais normalement il y a une date de fin. Je dirais que c'est très basique, c'est du code de la consommation en France, mais c'est de la compétence des autorités publiques. Donc voilà, attention à toutes ce nouveau mirage, mais c'est l'avantage d'avoir une autorisation qui fête ses 90 ans, c'est que la technologie, on l'a vu évoluer sans cesse, on a toujours su s'adapter, mais en rappelant qu'il faut être agnostique, les règles s'appliquent à tout le monde, quelle que soit la techno. Voilà, le rôle d'un régulateur de la publicité, et non pas d'un gendarme, hein, on va dire, par rapport à cette IA pour que la publicité elle reste accessible, responsable, éthique. Merci Stéphane. Merci de cette invitation. Très bon Cannes Lions. Et tout de suite, c'est la suite de ce talk avec un nouvel invité. Nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ce talk vidéo et podcast de The Media Leader pour ces Cannes Lions. J'ai le plaisir d'accueillir Amélie Benessi. Bonjour. Bonjour. Tu diriges l'audience chez la CPM et tu es ici à Cannes pour présenter le nouveau bébé de la CPM. On sait que vous certifiez, contrôlez la presse, les podcasts, l'influence. Et là, vous lancez le Social Index. C'est pour mesurer la performance des marques médias sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est un sujet extrêmement intéressant. Ça n'avait jamais été fait. Pourquoi créer ce baromètre sur le social media maintenant, là, aujourd'hui ? Alors qu'on sait que le social media, c'est de toute façon un média extrêmement important, notamment pour les jeunes générations. Eh bien, tu viens de le dire, en fait, il y avait une très forte demande du marché que la CPM, en tant que tiers certificateur, puisse mesurer, fournir au marché des infos sur l'impact des marques médias sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un projet qui a été très long. On le sort maintenant, mais il faut savoir qu'on est dessus depuis novembre 2023. On a testé toute l'année 2024 7 outils différents. Donc, ce n'est pas un projet qu'on sort comme ça du chapeau, c'est vraiment une méthodologie et tout un projet qui a mis quasiment 1 an et demi à sortir et qu'on sort le 24 juin. Voilà, et on en parlera évidemment dans The Media Leader. Tu es ici pour faire un peu le teasing. Le teasing. Alors, c'est quoi quelle est la méthodologie de ce baromètre ? Alors, on a donc ce que je te disais, testé 7 outils différents sur l'année 2024 pour avoir le meilleur partenaire pour ce baromètre. Donc, c'est des outils de social listening, c'est-à-dire que c'est des outils donc, qui remontent toutes les informations des réseaux sociaux. Il y a 6 régies qui nous ont accompagnés, 6 régies éditeurs qui nous ont accompagnés sur l'année 2024 pour tester ces 7 outils. Et c'est l'outil Sherpai qui a été retenu pour être le partenaire de la CPM sur le baromètre Social Index. Et donc, on remonte. Aujourd'hui, on a plus de 110 marques qui ont souhaité souscrire. 110 marques médias qui ont souhaité rentrer dans ce premier baromètre Social Index. Et donc, Sherpai remonte toutes les informations sur 8 plateformes. Donc, on a Snapchat, on a TikTok, on a LinkedIn, on a Threads, on a YouTube, on a Dailymotion, Instagram, Facebook évidemment. X aussi. Non, pas X. Pas X, et on aura Pinterest dans certainement le mois prochain. Donc aujourd'hui, on a 8 plateformes et donc on va pouvoir sortir un ranking, donc ce qui est hyper puissant, donc de l'impact des marques médias sur les réseaux sociaux, sur ces 8 plateformes. Alors ça va être un classement, c'est-à-dire il y aura un premier, un dernier. Comment ça marche ? Oui, bien sûr, il y aura un premier, un dernier. Il y a 7 indicateurs qui vont être mis en avant tous les mois, donc on pourra faire des évolutions, etc. Donc je ne vais pas tout dévoiler maintenant, comme on l'a dit, c'est un teasing, notamment le volume de vidéos vues. Donc on va en fait vraiment mettre en avant 2 classements. Le premier, c'est la puissance des marques médias sur les réseaux sociaux, et le deuxième, c'est le taux d'engagement. Donc c'est l'engagement, donc vraiment leur relation avec leurs audiences. Les interactions. La question, c'est évidemment de pouvoir, valoriser le modèle économique des marques médias là-dessus. Comment elles vont pouvoir se saisir de ce baromètre pour aller effectivement monétiser, un peu plus valoriser leur présence sur les réseaux sociaux ? Parce que pendant longtemps, on a dit que les marques médias, elles étaient là pour valoriser leur contenu, mais finalement, il y a toujours eu un problème de débouché économique derrière l'utilisation de ces plateformes réseaux sociaux, puisque
d'abord celles qui s'enrichissent, c'est d'abord les plateformes, c'est pas vraiment les marques médias. Ça, c'est le sujet Alors, en fait. Déjà, il faut bien comprendre, je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais c'est un baromètre cross-média. Donc, on n'est pas du tout uniquement sur les éditeurs presse. Donc, il y a de la télé, il y a de la radio. Donc, on est vraiment sur un baromètre cross-média. Ça va permettre effectivement donc, de fournir au marché, donc aux marques médias, mais aussi au marché, donc un ranking donc sur la puissance des marques médias donc, et leur présence sur les réseaux sociaux. Et tu parlais de contenu tout à l'heure. Donc, effectivement, le concept même d'une marque média, c'est d'avoir son propre contenu qui lui appartient, et donc de valoriser, quand on parlait tout à l'heure de taux d'engagement, on peut, grâce donc, au baromètre Social Index, voir les milliers d'interactions qu'ils engagent avec leurs audiences, et c'est ultra puissant. On va voir, les chiffres sont complètement phénoménaux, mais encore une fois, je ne dévoile pas tout. Mais, Voilà, l'idée c'est de valoriser les médias ouais, français, ouais, évidemment, exactement. Et derrière, évidemment, le financement par le marché publicitaire. Exactement. D'ailleurs, les agences sont très... Jean-Luc Chétrit, nouveau président de la CPM, PDG de l'Union des marques, sera là pour en parler dans la semaine, je crois jeudi, sur ce talk vidéo ici au Cannes Lions. Merci beaucoup Amélie, puis donc rendez-vous le 24 Merci à vous, juin. et très beau Cannes Lions. Merci. Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery à la Friends Connection pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Sapeski. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci d'être avec nous. Tu diriges le retail média chez Equative, boîte française Equative qui a beaucoup grandi. On va parler, avant de parler de l'actualité d'Equative, peut-être un mot du retail média, ce segment du marché pub qui continue d'exploser. On va beaucoup en parler ici au Cannes Lions cette année. C'est quoi les grandes tendances du retail média aujourd'hui? On sait que ça a dépassé le milliard de dollars depuis bien longtemps, maintenant depuis deux ans dans le monde. Un segment qui continue de grossir et qui finalement se rapproche notamment de la vidéo et de la CTV. Alors oui, le retail média, ça devient un sujet dans lequel, je dirais, qui se démocratise avec le média, avec les annonceurs. C'est un sujet très marchand. Ça a commencé il y a à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années. Le marché est estimé à 166 milliards de dollars annuels sur le retail média. Et ça devient une tendance surtout aux Lions parce que maintenant on arrive à faire des formats créatifs et à intéresser en fait des annonceurs sur de la vidéo. Donc on met de la vidéo maintenant sur des sites marchands, ce qui devient beaucoup plus intéressant en termes de créativité. Donc les Lions, je pense aussi, s'intéressent beaucoup à ce nouveau segment parce que justement ça apporte un peu de créativité, un peu de souffle en fait dans des environnements qui existent déjà. Et qui continue en fait dans l'acte d'achat, en fait dans la capacité de toucher les audiences d'une manière générale. Il y a l'intelligence artificielle qui change aussi beaucoup de choses. Tu en parlais sur la créativité, mais c'est aussi sur l'automatisation aussi du plan média. Et puis la mesure aussi, justement cette IA, aujourd'hui, elle change le retail média? Alors complètement, parce que le problème qu'on avait pendant des années, qu'on n'arrivait pas à résoudre avant d'avoir de l'intelligence artificielle, c'est que pour chaque produit, donc ce qu'on appelle communément nous des SKU, donc des produits, on devait avoir une créativité ou une création spécifique, c'est-à-dire un prix spécifique ou un environnement spécifique en fonction des gens qu'on allait toucher en région ou découplé en fait de toutes les autres. Et ça c'était manuel? C'était pas faisable en fait. Ouais. C'est-à-dire que les plans mettaient tellement de temps que les agences médias ou les agences créa ne pouvaient pas faire tant de déclinaisons. Donc l'IA aujourd'hui nous permet justement de le faire de manière beaucoup plus automatisée sur la base d'une création qui est faite par une agence, et j'insiste. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses qui sont faites complètement automatisées par la machine, mais je pense que la valeur vient aussi sur le fait que l'on est capable de travailler, que les agences s'adaptent sur la créa et puissent automatiser en fait les déclinaisons, qui est un travail très de production. Pour pouvoir s'adapter en fait aux besoins de ciblage et de segmentation dont on a besoin aujourd'hui. On augmente le champ des possibles. Equative, vous avez racheté Camino Retail pour vraiment vous lancer sur le retail média. Vous avez lancé Equative Retail Média. C'est quoi votre offre aujourd'hui à Equative? Qu'est-ce que vous apportez au marché? Alors, Equative, nous on est un SSP, donc nos clients sont les éditeurs. Le marché se tournait de plus en plus sur le retail média. Et dans notre offre, on fait de ce qu'on appelle de l'extension d'audience. C'est-à-dire on permet en fait à tous les retailers d'aller étendre leur reach, en tout cas leur publicité, leur activation sur des sites autres que des sites retailers.
et et les ramener. Donc Camino nous apporte en fait une technologie que l'on n'avait pas, c'est un ad server retail média. C'est-à-dire que eux permettent aux retailers, donc aux sites marchands, de monétiser leur site comme un ad server normal, mais ils le font avec des spécificités qui sont des spécificités de retail. Et ça nous permet en fait de combiner toute la partie on-site, ce qu'on appelle le on-site avec Camino, et toute la partie extension d'audience. Et on a créé, en faisant ça, on a aussi créé notre positionnement en tant qu'Equative Retail. À Cannes, Equative, il y a 2 ou 3 ans, vous aviez annoncé votre changement de nom. C'était Smart Ad Server qui est devenu Equative. Et là, cette année, nouvelle actualité branding, puisque vous intégrez définitivement dans votre nom ShareThrough, un acteur américain que vous aviez racheté. Donc maintenant, vous vous appelez que Equative, en fait. C'est ça. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Alors, ShareThrough, le rapprochement avec ShareThrough a été très important l'année dernière, parce que le positionnement de ShareThrough en Amérique du Nord était beaucoup plus important que celui que l'on avait nous en tant qu'Equative. Ce qui vous a permis de vraiment rentrer sur le marché américain. Et en tout cas, étendre en fait nos capacités. On avait déjà une grosse équipe à New York, mais avec ShareThrough, ça nous met dans une autre dimension, je dirais. Et le rapprochement des deux entités nous amène à devenir un des leaders en fait dans le monde des SSP, puisque maintenant on a un reach, on est sur 24 pays, on s'est énormément développé, on est plus de 750 employés. Sur toutes ces régions. Nos 2 plus grosses régions aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Et ShareThrough nous a apporté aussi leur vision en fait, du SSP. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent des creative formats. Donc ils ont développé des solutions qui nous permettent en fait, de les implémenter dans Equative et de servir en fait toute la partie shoppable ads ce qu'on va lancer. Donc les shoppable ads, justement on parlait de la partie créative, l'adaptation de la création sur les différents médias. Et donc ça c'est quelque chose que ShareThrough nous apporte et accélère en fait notre positionnement là-dessus. Voilà, d'un portefeuille de clients aux États-Unis que vous n'aviez pas forcément, et puis de la technologie, de l'innovation que vous apportez une nouvelle fois dans la plateforme. On le rappelle, Equative, une plateforme française dirigée par un Français, Arnaud Crépu, dont le siège est à Paris. Il faut le rappeler. Exactement. C'est une des. On est dans la French Tech 40. Equative, c'est la plus vieille French Tech dans la French Tech 40, puisque c'est une société qui a été créée en 2001 déjà, donc ça va faire 24 ans, qui a énormément grossi, qui a beaucoup évolué dans son parcours. Et Arnaud est notre CEO et aussi nous amène en fait à grossir aussi vite, puisque il pousse tout le monde à accélérer notre croissance, et c'est pour le bien de tout le monde, parce qu'on est très content d'être français et on est très content aussi d'avoir autant de succès, donc c'est parfait. Tu vas pas le dire aujourd'hui, mais il y a d'autres achats en vue peut-être. Alors il faut demander à Arnaud, hein. Moi, je sais on lui posera la question, on va aller le voir sur le bateau Equative ici au Cannes. Merci Claude en tout cas d'être venu ici dans ce talk vidéo de The Media Leader. Tout de suite un nouvel invité. Nouvel invité ici au bord de la piscine au M Gallery au sein de la French Connection ici pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Estelle de Créravez. Bonjour Estelle. François. Tu diriges Criteo en France. Exactement. Entreprise française mais aujourd'hui mondialement connue et mondialement implantée. Le retail média, c'est vraiment le poids du corps de Criteo depuis un certain temps. Vous appelez ça même le commerce média. On voit que le potentiel est autour de 160 milliards dans le monde sur ce retail média. À Cannes, on en parle beaucoup. Pour toi, comment évolue ce retail média, ce segment du marché qui aujourd'hui devient absolument essentiel ? Oui, alors Criteo, on fête nos 20 ans cette année. Donc c'est vrai qu'on est passé d'une société de ciblage à géant mondial du commerce média. Et d'ailleurs là, on a annoncé, donc on le voit sur des billboards dans Cannes, notre nouvelle baseline qui est For the Love of Commerce. Et donc c'est vraiment pour montrer que Criteo, en fin de compte, pour nous, c'est un tout, le commerce média. C'est-à-dire qu'on analyse des signaux et vraiment, l'évolution, c'est que le retail média, ok, c'est très important, mais ce qui est plus important, c'est le commerce média, parce que maintenant, le parcours d'un consommateur est plus du tout linéaire. Et donc, il faut pouvoir lui parler, l'adresser tout au long de ce parcours d'achat, qui peut être sur les réseaux sociaux, qui peut être dans WhatsApp, qui peut être dans les magasins. Donc, c'est vraiment un tout.
Sur la CCTV aussi. Exactement, ouais. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup, notamment la technologie, la façon dont on adresse la publicité. Aujourd'hui, comment vous l'intégrez chez Criteo ? Alors Criteo, nous, on a un laboratoire d'intelligence artificielle qui existe depuis bientôt 9 ans et qui est basé à Paris. Et l'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est ce qui permet de multiplier la puissance de la publicité, mais ça va nous permettre aussi d'analyser tous ces signaux et de pouvoir toucher les consommateurs avec le bon message au bon moment. Parce qu'on a fait une étude qui s'appelle Spark of Discovery et on se rend compte que les gens, il y a 79% des gens qui trouvent que leur expérience e-commerce, c'est très utilitaire, que c'est pas rigolo, quoi. Il y en a 29% qui trouvent même que c'est une corvée de faire ses courses sur Internet et il y a seulement 18% des gens, donc je te balance des chiffres, 18% des gens, 18% des gens qui vont pas utiliser le e-commerce pour des achats hyper impliquants. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que les internautes ont besoin d'être compris, d'être surpris et d'être intéressés par la publicité. Et donc nous, avec l'intelligence artificielle, on est capable de certes analyser, de leur proposer le bon message au bon moment, mais surtout de réenchanter un peu toute cette expérience autour du e-commerce. C'est important qu'ils aient un peu l'impression d'avoir dans le e-commerce qu'ils ont dans la vraie vie, savoir le plaisir de la découverte, se dire waouh, là je suis impressionné, là ça m'intéresse. Ouais, réenchanter le e-commerce. Je crois que c'était d'ailleurs une conférence à laquelle j'avais assisté au One-to-One à Monaco. Oui, par Marc, tout à fait. Marc Fischli. Voilà, le patron Europe de Criteo en disant effectivement IMIE, pardon. Le réenchantement du e-commerce qui est par définition très froid parce qu'il n'y a pas l'expérience humaine. Oui, et puis parce que quand tu vas dans un magasin, tu peux à un moment, tu te retrouves dans une allée et tu vois un produit auquel tu n'aurais pas pensé. Et donc, il faut arriver à avoir ce plaisir de la découverte aussi en e-commerce. Voilà, d'arriver à remettre de l'humain finalement dans le digital. Votre grosse actu aussi, notamment en France, c'est que vous avez lancé l'activité, la régie retail média de Coopérative U, un des grands retailers français, 3e ou 4e retailer français. C'est le 4e et c'était le dernier grand retailer qui n'avait pas encore de programme retail média. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez fait et où vous en êtes aujourd'hui avec les magasins U ? Alors, avec Coopérative U, du coup, on a signé le contrat en début d'année. Là, on est en train de déployer, donc on est en train de faire un déploiement, honnêtement, qui est Coopérative U ont été hyper impressionnants parce qu'on déploie très vite. Là, on lance les sponsors products. Ensuite, tout au long de l'été, on va lancer le display, etc. Après, il y aura la vidéo, donc on aura vraiment toute la gamme de produits retail média. Voilà, essentiellement sur le Drive, c'est ça ? Oui, sur le Drive. Après, on regarde aussi leurs autres sites. On est en train de vraiment d'explorer tout ce qui pourrait être pertinent pour Coopérative U. Et surtout, on se rend compte qu'il y a énormément de traction des marques et des agences, que tout le monde attendait Coopérative U. En plus, Coopérative U, comme tu le disais, c'est le 4e retailer. Ils sont en croissance, il y a une belle histoire, ils ont une très belle image de marque. Et donc voilà, on est hyper content évidemment de ce partenariat. Voilà, Criteo très présent qu'à Leon cette année. Vous avez un bateau comme chaque année. Tu nous rappelles la nouvelle baseline, le nouveau slogan de Criteo que vous annoncez à Cannes ? C'est For the Love of Commerce. For the Love of Commerce. Très joli. Merci beaucoup merci. Estelle et très bon cadeau à toi. Toi aussi. Au revoir. Et un nouvel invité pour ce talk vidéo et podcast ici au M-Gallery à l'occasion de ces Cannes Lions. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Bascoulaire. Bonjour. Bonjour François, merci de m'inviter. Tu es Country Manager France de chez IAS, Integral AdSense. Là-dessus, votre job, c'est la qualité média, la brand safety et l'empreinte carbone. Vous travaillez pour les marques, pour les agences, également pour les éditeurs. En tout cas, vous leur apportez justement ce contrôle. Aujourd'hui, pour ces Cannes Lions 2025, cette histoire de qualité média, de brand safety, elle est hyper centrale dans la publicité. On voit bien qu'aujourd'hui, la publicité, elle est partout. La créativité aujourd'hui est boostée par l'intelligence artificielle, mais cette brand safety et qualité média, elle est vraiment au centre de préoccupation des annonceurs. En quoi aujourd'hui, IAS est là pour accompagner ce marché sur ces sujets absolument majeurs. Merci François pour la question. Donc effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup dans le marché de ce qu'on appelle les super signal agrégateurs, donc agrégation de signal. Nous IAS, on a comme vocation et ambition d'être le signal qui va agréger le maximum d'informations pour les clients et les aider à les guider dans cette complexité. Donc, tu parlais brand safety, visibilité, attention, sustainability, ça c'est les signaux qu'on agrège. Ce qui est important, c'est de voir en fait la masse de signaux qu'on va agréger. Il y a 2 ans, on scannait chaque jour 2 ans de contenu par journée, 2 années de contenu par journée. L'année dernière, 10 ans de contenu par journée. Cette année, 40 ans de contenu par journée. Donc en fait, on a démultiplié d'une manière incroyable le nombre de signaux, le nombre d'éléments qu'on va analyser. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Plus de précision. Et plus de précision. Et du coup, la capacité, en fait, ce que j'aime souvent dire, c'est que
si tu parles à Meta, ce sera les meilleurs pour connaître leur plateforme, Google pour connaître Google. Mais nous, en fait, on a la capacité d'avoir tous ces signaux multiplateformes en fait, et de pouvoir en fait orienter les clients en ayant cette interprétation de l'ensemble des signaux sur lesquels ils vont investir. Voilà, une sorte de tiers de confiance aujourd'hui absolument important. Tu parlais des plateformes sociales de Meta et des autres. Vous avez annoncé tout un tas d'accords avec toutes ces plateformes pour justement proposer aux marques et aux agences le fait de scanner et le fait de proposer des rapports autour de la brand safety. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et quelles évolutions, quel bilan tu peux en faire après la signature de ces accords? En 1 an et demi, il y a eu un changement radical. En fait, en 1 an et demi, on a rajouté sur la mesure de la brand safety, donc Meta. On avait déjà TikTok et YouTube, on a rajouté Meta. On a rajouté après Snap, Pinterest, récemment Reddit. Donc on a rajouté énormément de plateformes. Et le plus intéressant, c'est qu'on a aussi lancé depuis 6 mois des solutions d'optimisation. Donc ce qu'on appelle dans le jargon du pré-bid. Donc la capacité pour les clients de filtrer la brand safety en amont, donc d'aller optimiser directement. Et on voit tout de suite qu'on a des gains extrêmement importants pour nos clients d'efficacité et de protection. Donc ça, effectivement, c'est un game changer, si je peux dire, sur l'industrie, parce qu'on passe d'une logique de je mesure les plateformes à j'arrive à les optimiser dynamiquement et j'améliore drastiquement mon cadre de diffusion. Et puis à l'empreinte carbone, la sustainability aussi, qui sont des sujets importants. Vous avez annoncé d'ailleurs un accord il y a peu de temps. C'est un sujet qui est encore dans l'air du temps, ça, l'empreinte carbone? C'est un sujet qui est bien sûr encore plus que jamais dans l'air du temps. Donc quand on regarde la qualité média, ce qu'on fait nous historiquement, la notion d'empreinte carbone, elle est intrinsèque. Donc allez regarder aussi toutes les entreprises, toutes les marques en ont besoin. Ouais. Exactement. Et donc nous, on a historiquement un partenariat avec Goodloop et on a renforcé ce partenariat récemment avec l'annonce d'un partenariat avec Impact Plus, qui est une tech française. Donc on est content. Ça montre aussi notre lien aussi avec le marché français et avec des acteurs locaux extrêmement intéressants. Vous travaillez avec des marques, avec les agences, avec les plateformes aussi. On en parlait. Et puis vous avez une palette de secteurs, notamment je crois que le luxe fait beaucoup appel à vos services, puisque voilà, eux, en termes de qualité média, de brand safety, c'est des sujets très importants. Comment on gère cette transversalité pour s'adresser à autant d'acteurs et de secteurs différents? Alors c'est un point important on essaie toujours de trouver la notion d'équilibre entre on est là pour que les annonceurs via leurs agences optimisent la qualité de ce qu'ils achètent, mais on n'est pas là pour servir pour taper entre guillemets sur les régies et les partenaires. Donc on essaie vraiment aussi de travailler main dans la main avec toute la chaîne, également avec les régies, les plateformes, pour les équiper et que tout le monde arrive en fait à avoir les mêmes indicateurs, les optimiser et travailler en fait de concert pour la qualité sur le marché digital. Eh ben merci beaucoup Clément, je te souhaite un bon Cannes. Merci et merci d'être venu dans ce talk vidéo de The Media Leader.